Tu as mis en place, tu as initié pas mal d'événements. Oui. Pas mal d'événements, donc j'imagine pas que en Allemagne, si je me trompe pas. Donc il y a Afro au naturel, il y a Afro Beauty Festival, Afro Kids Event et Miss Nappy Germany. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es venue l'idée de créer justement ces groupes ou ces événements et pourquoi? Mm. Moi, je dis toujours, il y a des choses, on les a en soi, d'accord? Je m'adresse à ceux qui regardent actuellement. Il y a tellement de trésors en nous. Il y a des envies qui sont en vous. Je dis toujours l'envie qu'on a ou bien ce qu'on appelle hobby des fois. Ce sont des capacités, ce sont des facultés qui sommeillent en nous et qu'on doit juste laisser s'exprimer. Moi, par exemple, avec les événements, c'est très tôt aussi que j'étais déjà engagée au lycée dans les créations de fêtes d'école ou bien dans les kermesses ou bien les petits anniversaires et tout. Donc, chez moi, organisé, je crois que ça fait partie de moi aussi. C'est un peu moi, en fait. Toujours vouloir rassembler, toujours vouloir être avec du monde. Et du coup, la thématique d'Afro Naturel, c'est en fait le cheveu crépus. Parce qu'à l'époque, je me souviens, c'est quand j'étais enceinte de mon fils en 2009 que à la suite d'un défrisage, parce qu'à l'époque, je me défrisais encore, en 2009, j'ai perdu mes cheveux. D'accord? Je ne savais pas à l'époque que quand on était enceinte, justement, c'est ce dérèglement hormonal. Quand on est enceinte, déjà, c'est une situation spéciale pour le corps d'une femme. On est complètement déréglé. Et en plus, moi, j'ai mis un défrisant et ça m'a fait perdre mes cheveux. D'accord? J'étais étudiante encore. Et c'est où moi, j'ai eu une colère incroyable dans mon cœur contre Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi tu nous as donné des cheveux aussi stupides? Moi, j'ai perdu mes cheveux, maintenant je fais quoi? Je peux même plus aller en cours, je peux même plus rien faire. Déjà, c'était compliqué de défriser soi-même pour celles qui sont arrivées jeunes en Europe. Tu n'avais pas forcément quelqu'un si tu n'avais pas une copine qui allait te tresser, tu avais un problème. Moi, j'habitais dans un petit coin de l'Est où j'ai fait mes études à Halle, à l'Est de l'Allemagne. Donc, il n'y avait déjà pas beaucoup de Noirs. Et donc, du coup, je me défrisais moi-même. Et c'était important que ça marche parce que sinon, on avait un problème. Il fallait aller en cours. Donc, quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai eu recours à ma perruque. Parce qu'à l'époque, je mettais mes perruques. Mais je t'assure, depuis 2009, j'en ai plus jamais mise. Mais bon, je suis allée en cours avec ma perruque et j'avais un bon ami, là, je parle toujours de lui, il s'appelle Daniel, il s'appelait Daniel. Et quand il m'a vu, il était tout effrayé. Et lui, c'était quelqu'un je crois qu'il était un peu autiste, il faisait pas attention parce que généralement, on voit des choses, on ne parle pas. Mais on était bien ensemble, on était vraiment proches. Et du coup, il disait tout ce qui passe par sa tête. Il me dit, ah, Stéphania, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un cancer ou quoi? Je dis, mais comment ça? Il dit, mais tu as une perruque? Ah oui, tu l'as choqué là, tu l'as traumatisé. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Tu as une perruque? Il dit, oui, j'ai une perruque. Et alors, il dit, mais pourquoi tu mets une perruque? Et là, c'était comme un fouet. Mais pourquoi je mets une perruque en fait? Ah ben là, c'est la première fois où je me suis coupé les cheveux courts et j'ai laissé pousser. J'ai plus jamais mis de perruque ou de défrisant parce que c'était le début de mon voyage, d'accord? Et c'est où j'ai commencé, je me souviens, c'était en 2009 et où j'ai commencé à faire des recherches sur le cheveu naturel. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, du coup, il fallait faire beaucoup d'heures de YouTube. À l'époque, j'avais fait un canal qui s'appelait Steflan. Si vous tombez dessus, c'est à mourir de rire. Parce que tout ce que je trouvais, j'essayais de repartager. Parce qu'à l'époque, on voyait pas des femmes, du moins, même au Cameroun, tu attendais d'avoir 18 ans pour te défriser les cheveux. Parce que bon, chez nous, c'était mes parents, non, non. Donc, dès que tu avais 18 ans, dès que tu sortais, la première des choses, c'était de défriser les cheveux pour avoir les beaux cheveux lisses et tout. D'accord? Donc, là, je me suis lancée dans la recherche et c'est comme ça que le voyage est parti. J'ai créé le groupe Afro Natural sur Facebook où avec, à l'époque, j'avais une très bonne amie à moi, Hélène, avec qui on faisait la recherche, on changeait, on voulait découvrir comment prendre soin du cheveu. Je me souviens, la première fois, j'ai mis mon cheveu, sous le microscope dans un cours de biologie à l'école. Et j'ai comparé avec celui d'un camarade, il s'appelait Max. Et moi, j'étais surprise. Moi, je pensais que mon cheveu était plus costaud que le sien, mais je me suis rendu compte sous le microscope, le sien est beaucoup plus stable que le mien. Et je me disais, mais comment c'est possible? Mes cheveux ont l'air plus forts. Et c'est justement ces petites coils, comment ça se dit? Le fait qu'on ait des boucles, des mini boucles, ça fait que notre cheveu est vraiment très fragile.
Dans toutes ces petits zigzags, ce sont des points de chute qui font que tresser notre cheveu est en sécurité, justement, qui font qu'on doit essayer de manipuler le moins possible, qui font qu'on doit manipuler avec soin. On n'utilise pas un petit peigne, on utilise un peigne à grandes dents. Donc, c'est de là qu'est parti mon voyage. Et justement, pour revenir à Afro Natural, le groupe s'est créé sur Facebook et au bout d'une année d'échanges intenses, le groupe a grandi. À l'époque, on était fiers d'avoir 1000 femmes dans le groupe. On s'est dit, bah, il faut faire la première rencontre. Donc, je me souviens, c'était en 2014, la première rencontre à Nuremberg. Et c'est de là que c'est parti, les événements. Ça s'est enchaîné. Parce qu'après, en même temps, je me disais, non, mais pourquoi il faut se sentir belle? Nous, en fait, on a toujours ce complexe. Moi, j'étais une jeune fille et je voulais être belle, je me sentais bien. Et je me suis dit, bah, il faut créer un truc pour permettre aux filles naturelles de se sentir bien. Donc, en 2015, c'était la plus belle touffe. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. C'était un petit jeu concours sur Facebook où les filles devaient envoyer les photos de leurs cheveux naturels et montrer voilà comment elles sont, comment elles prennent soin de leurs cheveux. Ça a évolué, c'est devenu Miss Nappy. Aujourd'hui, on est à la 7e édition. D'accord. Et voilà, c'est pareil, le Afro Beauty Festival, c'était censé être cet endroit à la base où les filles qui étaient intéressées par leurs cheveux se retrouvaient. Ça a évolué, c'est devenu un moment de empowerment où la femme prend la parole et on parle économie, on fait des workshops, en fait, on apprend à faire des choses, on apprend à gérer les finances, on apprend à prendre soin de soi. Parce que je me souviens, en 2009, c'était pas comme aujourd'hui où on trouve le fond de teint adapté à la peau partout. Non, il fallait commander et c'est comme ça qu'on a commencé aussi avec des achats groupés dans le groupe. Et du coup, moi qui voulais tellement pousser la chose, j'achetais plus qu'il ne fallait, je me suis retrouvée avec un stock. Et donc, du coup, Afro Natural est devenu une boutique en ligne où, voilà, j'essayais de replacer ça chez les femmes qui étaient intéressées. Et c'est de là que ça part. Afro Kids, c'était de parler aux enfants. C'était pour faire comprendre aux petites filles, parce que je suis maman d'une petite fille aujourd'hui. Elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans. Donc, à l'époque aussi, il y avait un stress avec ses copines. Pourquoi elles ont les cheveux lisses? Pourquoi pas les cheveux crépus? Mes cheveux sont bizarres. Donc, Afro Kids Event, c'était pour parler aux enfants et pour leur montrer, bah, nous, on est comme on est beau comme ça. On n'a pas besoin d'être différent. Chacun est comme il est et chacun est beau comme ça. Chacun est bien comme ça. On n'a pas besoin d'avoir honte de sa couleur de peau. Et pour moi, Afro Kids Event, c'était aussi montrer un peu notre enfance. Donc, c'était un événement magnifique parce que on est venu vraiment avec, on a fait des beignets chez nous au Cameroun, ça se connaît les beignets. On a fait la pâte des beignets avec les enfants. On a fait des fritures avec des enfants. On a ramené mon pilon et mon mortier parce que je suis venue du Cameroun avec mon pilon et mon mortier. Je suis une femme africaine, c'est comme ça. J'ai ramené ma pierre à écraser parce que oui, j'ai une pierre à écraser. J'ai un moulinex, mais j'ai une pierre à écraser. Donc, c'était un événement magnifique. On a présenté aux enfants comment ça s'écrase avec une pierre à écraser, comment on pile dans le mortier, comment on fait les beignets et puis les jeux d'enfants aussi qu'on avait et comment attacher un bébé au dos. Ça, c'était le highlight. Toutes les petites filles et tous les petits garçons aussi parce qu'on avait ramené une quinzaine de nounours et de teddy et de poupées et on leur a appris à attacher ça comme ça, comment faire les foulards. Donc, c'était question de vraiment présenter la culture africaine, mais avec une fierté aussi, hein, de la présenter vraiment avec une fierté aux enfants, parce que je pense que c'est essentiel qu'on se réapproprie notre fierté, notre honneur, d'accord, notre dignité. On n'a pas besoin de singer qui que ce soit, ok, on n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit, ok. Chaque personne est comme il est et c'est bien comme ça. Chaque culture est comme elle est et c'est bien comme ça. Et on a mangé avec les doigts, mais alors fièrement. Parce que personne ne se moque des Chinois quand ils mangent avec les baguettes, là. D'accord? Personne ne dit pourquoi. OK, mais pourquoi je vais avoir honte de m'asseoir à même le sol dans un grand plat et de manger avec les doigts? Ben, c'est le plus bel outil du monde, les doigts. Il faut juste les laver avant. Donc, c'était ça un peu c'est un peu ça le Afro Kids Event, de présenter la culture africaine, mais vraiment d'une manière fière à nos enfants. Le Miss Nappy, c'est ça, c'est montrer à la jeune fille africaine. Et toi, tu es le parfait exemple de Miss Nappy. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ben, c'est pas c'est comme ça qu'on s'est connus avec Stéphania. C'est grâce à l'événement Miss Nappy Germany, dont j'ai participé en quoi, 2018, c'est ça? C'était ça, oui. C'était juste. Mais ce qu'elle vous explique justement avec Afro Kid Event, mais alors le Miss Nappy Germany, honnêtement, c'était une compétition en soi.
Mais j'ai pas vécu ça comme une compétition. Mais cette journée, c'était juste magnifique avec le stress, notre super coach, les make-up artistes, les tenues, Stéphania qui court partout, bien sûr, et toutes les différents, comment est-ce qu'on appelle ça encore, les différents workshops, les différents shows qu'il y avait. J'ai rencontré des gens juste magnifiques, dont toi. Et je suis vraiment, vraiment contente de cette journée, de tout ce que j'ai pu apprendre, les personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui je garde encore le contact, honnêtement. Donc, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est de véhiculer cette culture africaine, mais alors d'une manière fière. Donc, parce que aussi, tout ce que nous sommes vient de là aussi, d'accord? Cet amour, ce goût de l'effort, ce jusqu'au boutisme, ça vient de bagage africain, d'accord? Donc, et il est intéressant, il est important d'en être fier et de pouvoir aussi présenter aux autres et de dire, voilà, c'est une richesse, en fait. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Donc, parce que aussi pour nos enfants qui sont une minorité dans la communauté. Le fait d'être noir, le fait d'être, il n'y en a pas beaucoup en général en Europe. Donc, c'est important de leur faire savoir que c'est pas un handicap. C'est pas un handicap. Moi, je m'en fous du racisme. Je m'en fous. Je dis pas qu'il existe, mais moi, je m'en fous parce que il va pas m'arrêter. Je suis pas plus bête parce que je suis noire. Je suis pas moins intelligente, je suis pas moins dynamique. En fait, ça change rien à ma vie, la couleur de ma peau. C'est juste l'interprétation que moi, je donne à ça. Et je peux soit me laisser arrêter parce que la société autour de moi me dit, tiens, tu es noir, tu es moins bien. Je peux soit dire, oui, tu as raison, ou je peux dire, non, c'est pas vrai. Regarde, Oprah Winfrey, elle est noire. Michelle Obama, elle est noire. Ma mère, elle est noire. D'accord? Et c'est simplement magnifique. C'est simplement magnifique. Donc, Oui. Pardon, vas-y. il s'agit de présenter aussi des modèles vraiment palpables. Parce qu'en Allemagne, aujourd'hui, il y a des femmes noires exceptionnelles, magnifiques et qui ont un parcours vraiment enviable. Il s'agit de les mettre en avant pour permettre à notre jeunesse de rêver. Parce que c'est ça le but, en fait, de pouvoir rêver et de dire je peux devenir ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Et moi, en fait, c'est ça, je m'éclate, en fait, en organisant les événements, étant mes dessins. Moi, je peux être aussi catering, comment ça se dit, je peux faire à manger et vendre fièrement. Donc, je peux faire un petit resto, une petite soirée resto, et mais être vraiment fier de présenter ma culture culinaire. Donc, ou alors décider de faire les cheveux, c'est ma passion. J'ai fait voilà, des shows des shows avec des coiffures vraiment inspirées de nos coiffures africaines. Et je peux le faire sans être gênée, sans avoir honte, parce que c'est mon héritage et c'est ma responsabilité d'en être fière et de la présenter, en fait, de présenter cet héritage. Voilà. Donc, Non, mais oui, vas-y. Non, non, je cherchais juste une image pour montrer justement les belles photos et les belles coiffures que tu as faites. Je vais parler en même temps. Non, je voulais juste dire que c'est vrai que pour les enfants, quand tu es sur le continent, en Afrique, tu te poses pas forcément la question, surtout pour les enfants, je suis noire, je suis blanche ou je ne sais trop quoi. Et c'est vrai que quand tu viens, c'est là où tu commences à avoir ces petits doutes, ces petits questionnements, ou bien par rapport à comment les gens te regardent, comment les gens te traitent. Et pour les adultes ou bien pour tout le monde, hein, de manière générale, si toi-même tu te respectes pas, si toi-même tu n'as pas une certaine estime de soi, qui va le faire pour toi? C'est important que ça commence par soi-même. C'est-à-dire que l'autre pense ce qu'il veut, mais si toi tu le penses aussi et tu te comportes de la sorte, bah écoute, il a gagné, je dirais. Si la personne pense quelque chose et toi tu te dis non, toi tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu vis ta vie comme tu dis et tu t'en fous des autres, bah, ça va pas être le même effet au fait dans la tête de la personne. C'est important aussi, c'est important de savoir ça et il faut le faire. Je pense que il y a rien de mieux que de faire, c'est-à-dire comment est-ce que tu dis encore, d'avoir des actions, de mener des actions et de voir les résultats que ça a, pour pouvoir comprendre, en tout cas pour pouvoir y croire. S'il faut rajouter quelque chose, c'est pas facile. C'est pas facile de concilier ça, hein. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Mais une fois, j'ai vu une jeune fille à mon événement, je sais plus c'était en quelle année, je sais même plus comment elle s'appelait, mais ça c'est resté gravé dans mon cœur. C'était une jeune fille qui était arrivée en Allemagne pour faire des études et je crois qu'elle était à sa première année ou à son premier semestre et elle était tombée enceinte d'un petit ami porté disparu, je sais pas. Mais elle avait toutes ces questions, elle avait ses peurs et elle voulait abandonner.
Moi, j'ai parlé comme ça, comme je raconte mon histoire. J'ai dit, oui, moi, j'ai fait mon premier enfant. J'étais encore étudiante. J'étais en quoi? C'était la 3e année de médecine ou la 4e année. 4e année. Voilà, j'étais en mon début de 4e année de médecine. J'ai fait mon premier enfant. Et moi, je m'étais dit à l'époque, toutes les femmes que je connaissais qui avaient fait des enfants avaient arrêté les études parce qu'il fallait s'occuper des enfants. Mais moi, je m'étais dit à l'époque, après avoir bavardé avec ma mère, je reviens toujours sur ma mère, elle m'a dit, un bébé, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de Dieu. Et un cadeau ne peut pas être une nuisance. Donc, moi, j'ai pris cette phrase et j'ai dit, un cadeau ne peut pas être une nuisance. Donc, quand j'étais enceinte, et tous ceux qui ont vécu à Harlem me connaissent, moi, j'allais à l'université avec ma grossesse, j'allais à la bibliothèque avec ma grossesse et je me couchais sous les tables. Je me couchais sous les tables parce que j'étais tellement enceinte que quand je m'asseyais, ça me faisait mal au rein. Et puisque c'est où j'ai développé, c'est où j'ai commencé à travailler beaucoup étant couchée, parce qu'il fallait beaucoup étudier en médecine, mais en même temps, j'avais tous ces hormones, tout ce corps qui me dérangeait. Donc, j'allais à la bibliothèque jusqu'à minuit, je me couchais sous les tables. Quand j'ai accouché, j'avais un examen qui arrivait après. J'ai fait mon examen, j'ai passé mon examen, j'ai fini mes études dans le temps normal, ayant eu un bébé. Donc, moi, je l'ai raconté comme ça pour dire qu'en fait, les limitations que nous avons, c'est les limitations que nous donnons à nous-mêmes, en fait. D'accord? Et moi, j'en ai parlé comme ça pendant, j'avais un moment où je devais parler, je parlais comme ça parce que je fais beaucoup de motivation coach et empowerment et tout. Eh ben, la fille, elle est venue me voir après en larmes et elle me disait merci parce qu'elle va continuer à se battre. Elle va continuer ses études, elle va prendre soin de son enfant. Et voilà, parce que pour la petite histoire, moi, quand j'étudiais, mon mari, il n'était pas dans la même ville que moi. D'accord? Donc, mais je lui racontais, moi, tout simplement, mon histoire. Mais là, ça a touché sa vie. Et pour moi, c'était quand j'en parle, j'ai la chair de poule parce que c'était un moment où je me suis dit, ça vaut la peine de se donner de la peine, en fait. Ça vaut la peine de me tuer au travail, ça vaut la peine parce que si ça peut toucher une personne et transformer sa vie et lui permettre de croire encore, ah ben c'est gagné. Oui. Donc, voilà. Et je le dis à qui veut entendre, être maman ne nous empêche pas de vivre nos rêves. Non, au contraire, ça nous permet d'avoir des personnes qui vont nous accompagner dans nos rêves. Parce que rendez-vous bien compte, mes enfants aujourd'hui, chacun d'eux fait des vidéos. Et moi, j'étais surprise quand je me suis rendu compte que mon fils, par exemple, fait des montages vidéo. Je ne pouvais pas m'imaginer. Mais le fait de vivre avec moi, de grandir avec moi, il y a quelque chose qu'on leur donne qui est plus, qu'ils ne vont jamais apprendre à l'école. Ils apprennent de ce qu'ils vivent. Et donc, avoir un enfant, c'est pas un handicap pour développer quoi que ce soit. C'est juste un besoin de discipline. D'accord? Tu vas devoir te couper de tout ce dont tu n'as pas besoin. Tu vas devoir être concentré. Tu vas devoir avoir des priorités. Tu vas devoir te séparer aussi. Parce que moi, dans mon parcours, je me suis séparée énormément de beaucoup de personnes qui, à l'époque, étaient importantes pour moi. Mais aujourd'hui, je suis un peu une île, on va dire. Il y a des personnes qui me sont très proches, très importantes, mais le reste, voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu veux te concentrer sur ce que tu veux atteindre, tu dois y investir tout ce que tu as. Et ce que je veux dire aux femmes, c'est que faire un enfant, c'est la plus belle des expériences, mais ça ne peut pas être un handicap. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un stress, ça peut être une complication, ça peut être quoi que ce soit, mais ce n'est pas un handicap. D'accord? Et ben, je dis, j'ai fini mes études de médecine et il y a un enfant. Contrairement à ce que tout le monde pensait, mais dans les normes alors. Hein. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais ça a été fait. D'accord? Et pour moi, c'était comme une porte qui s'est ouverte dans ma tête qui m'a fait comprendre que, en fait, rien ne peut m'arrêter si je veux. D'accord? Quand je dis je m'appelle instoppable, c'est pas des mots en l'air. C'est que j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs niveaux des choses où de prime abord, on m'a dit c'est impossible. Non, fais pas ça, ça va pas marcher. Non, tu pourras pas y arriver. Ben, je dis, et pourquoi? Moi, je trouve la plus belle question sur la terre, c'est pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Peut-être que c'est pas possible pour toi. Laisse-moi essayer. Et laisse-moi y croire. Parce qu'une fois que j'y crois, j'ouvre des portes. Le fait de croire en quelque chose, le fait de s'imaginer que c'est possible, ça ouvre des portes à des endroits où on ne s'y attendait pas. Et ben, l'autre qui dit que c'est impossible n'a jamais eu cette porte. Mais toi, tu ouvres les portes non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viendront après, parce qu'ils vont voir cette porte ouverte. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que cette jeune fille est devenue, mais je suis sûre qu'elle a fait son chemin. Je suis sûre qu'elle a pu atteindre ses objectifs parce qu'elle a commencé à y croire. D'accord? Si vous entendez des anges chuchoter, en fait, ce sont mes enfants. Ils ne sont jamais très loin hein, quand je fais les lives.
gars, en Ah, fait. j'espère qu'ils vont bien. Mais en plus, c'est important ce que tu as dit, que ça te permet d'ouvrir des portes, mais ça te permet aussi, parce que c'est une expérience, hein, comme tu dis, être maman ou bien entreprendre dans quoi que ce soit, c'est une expérience parce que ça te permet aussi, parce qu'on parlait de ça au début, être la meilleure version de soi-même, ça te fait te découvrir. Ce sont des choses que tu n'as pas encore faites, que tu n'as pas encore vécues. Donc, tu sais pas trop comment tu vas réagir, tu sais pas trop ce que ça va te faire faire. Et le fait de le faire, bah, tu te découvres toi-même aussi. Tu travailles sur toi-même. Je trouve que c'est vraiment c'est important. C'est important. C'est pas facile, comme tu dis. Je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas encore ce que c'est. Mais il y a énormément d'exemples de femmes, mamans, qui s'en sortent, mais haut la main. Donc, Ouais. oui. Donc, c'est ça. En fait, et c'est très beau de parler de découverte parce que très souvent, on pense se connaître. On dit, je suis faible, je suis timide, je suis pas forte. Ah bah oui, ça c'est pour vous parce que vous êtes forte. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ah non, mais madame, vous êtes forte, vous avez un caractère, ici et ça. Et je dis, mais toi, tu te comprends pas, tu ne te connais pas en fait. Tu te connais pas. Parce que j'adore la gynécologie parce que voir une femme mettre un enfant au monde, c'est une expérience incroyable. C'est incroyable de se rendre compte toute cette pression. On parle d'environ, je crois, ça va être 400, je ne sais pas le chiffre exact. Si on essaie de convertir la pression qu'une femme tient pendant les contractions, d'accord? Mais si on te dit avant que tu peux le faire, tu ne pourras pas. Si on te décrit avant, si on te fait goûter avant, tu ne pourras pas le faire. Mais une fois que tu es dans la situation et que les contractions arrivent et tu pousses. Quand le moment de pousser vient, tu ne peux pas aller contre. Tu pousses. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la force ou quoi, quand la contraction arrive, qui est censée être les contractions de pression, eh bien, tu pousses. Et c'est pareil, les situations dans lesquelles on se met, c'est important d'être préparé. Quand on a un rêve, quand on a envie d'accomplir quelque chose, c'est important de s'informer. D'accord? C'est important de rassembler les informations. C'est important d'aller vers celles ou ceux qui font déjà ce qu'on veut faire. Mais tout ça ne va pas nous préserver de commencer. Parce que c'est quand tu commences que tu fais. C'est quand tu fais que tu fais. D'accord? C'est quand la pousse se déclenche que tu as la force de pousser. Tu ne pourras jamais pousser avant. D'accord? Bah, de toutes les façons, tu es dedans, comme tu dis, tu n'as pas trop le choix, en fait. C'est même très intéressant parce que pendant l'accouchement, il y a plusieurs étapes. Et moi, je suis fascinée toujours par l'accouchement parce que je pense que l'accouchement, c'est l'exemple idéal de la création, en fait. C'est l'exemple idéal de la vie, en fait. Comment les étapes d'une création, OK? Au début, ça se prépare. C'est caché, c'est tout petit. Personne ne sait que ça va arriver. C'est toi seul qui sais que tu as plus tes contractions, que tu as plus comment ça s'appelle, ta période. C'est la femme elle seule qui sait, OK, j'ai pas vu mes règles, donc quelque chose est en train de se produire. Mais là encore, personne ne voit, personne ne sait. Ça prend le temps, ça se crée, ça grandit et le ventre commence à pousser. Les premiers succès, les premiers résultats, ça commence à se voir. Mais là, c'est pas encore vraiment ça. D'accord? On commence à en parler, on commence à se rendre compte que quelque chose se fait, ça prend forme en soi, on commence à sentir le projet. Parce qu'au début, on a juste l'idée, c'est le petit œuf qui est dans le ventre. On se dit ça va se faire parce qu'on voit plus la période, on voit plus ses règles. Mais on ne sait pas à quoi ça va être à ressembler, d'accord? Donc le bébé commence à pousser, on commence à sentir le bébé bouger. Ça, c'est quand on commence à concevoir vraiment, quand on a peut-être fait, pour ceux qui croient au business plan, qu'on a fait son business plan, quand on a parlé à quelques banques, quand les banques ont accepté peut-être de nous donner du crédit, ou bien quand on a fait une levée de fonds, quand on commence à voir les gens répondre, on se rend compte, oh, ça commence à prendre forme. Ça, c'est les premiers mouvements du bébé, en fait. Mais même là, on n'est pas encore, on n'y est pas encore. D'accord? Ça prend du temps, ça grandit. 9 mois plus tard, le moment de l'accouchement arrive. Et quand le moment de l'accouchement arrive, il y a une pression qui doit se faire pour accoucher. Donc, on ne peut rien créer sans souffrir. On ne peut rien créer sans se donner de la peine. On ne peut rien créer de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Et bien, si tu pousses trop tôt, ça ne sert à rien aussi. Donc, si tu veux, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, si tu ne vas pas avec le moment, d'accord? Parce qu'il y a le moment où la contraction qui permet de donner la vie arrive. Et tant qu'elle n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas le moment. Donc, il y a une certaine préparation, il y a une certaine sensibilité qu'il faut avoir dans ces projets. Et bien, quand le moment de pousser arrive, tu n'as pas le choix. Tu dors plus, tu manges plus, ça doit se faire. Et c'est ça, c'est quand tu sais que ton projet, tu as vraiment pris vie et est sur le point de naître.
D'accord? Tu n'as plus le choix. Tu penses à rien d'autre. Et c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver quel est cet enfant que tu veux mettre au monde. Et ce qui est dommage, c'est que nous, avec l'éducation qu'on a eue, on pense toujours que c'est le diplôme, c'est si. Non, ça peut être ton restaurant. Ça peut être ta structure je sais pas, il y a tout à faire au Cameroun, bon, en Afrique en général. On importe tout. On importe l'alcool pour désinfecter, on importe les gants, on importe les piles, on importe le sel, on importe les boissons, on importe tout. Tout ce dont nous avons besoin, on importe. Ça veut dire que tout ça, c'est des secteurs où on peut se positionner. Ah, du coup, qu'est-ce qui t'excite le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus envie? Vas-y, fonce, et tu vas sentir le moment venir où tu n'auras plus le choix que de pousser. Et à ce moment-là, la force, elle va arriver. Parce que le monde saura, OK, c'est le moment de manifester quelque chose de nouveau dont la Terre a besoin. Alors, la force, elle va arriver parce que c'est important de savoir que chacun de nous est unique. Et chacun de nous a un but à atteindre sur la Terre. D'accord? Je ne peux pas faire ton travail, Selena. Ce que toi, tu es censé faire, c'est toi qui dois le faire. Je ne peux pas le faire à ta place. Et c'est ça le problème parce qu'il y a des gens qui singent des gens. Des gens essayent d'être, tu veux être Stéphania, je veux être Selena. Non, tu es Selena, je suis Stéphania et tu as ton rôle à jouer. D'accord? Et l'univers, c'est que tu as ton rôle à jouer. Et une fois que tu es aligné avec ton rôle, l'univers va te permettre d'arriver, en fait, d'accoucher de ton projet, d'accoucher de ce que tu es censé ramener sur la Terre parce que la Terre a besoin de toi. Tu n'es pas là par hasard, en fait. La Terre a besoin que tu lui donnes ce que tu es venu lui donner. Et quand le moment arrive et que tu es en accord avec ça et que tu es prête, tout va se mettre en place et la pression que tu vas ressentir va te permettre d'accoucher de ce que tu es censé accoucher. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis la gynécologie, c'est magique parce que moi, dans ça, je vois tous ces aspects-là, en fait. C'est beau le rapprochement que tu as fait, c'est très beau. On n'a pas vu ça comme ça, mais merci d'avoir partagé ça avec nous. Enfin, comme tu as pu voir avec ce que j'ai partagé, les gens sont très contents, ils apprennent beaucoup et ça fait plaisir. Merci à tous pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc, du coup, Stéphania, tu as aussi, en 2013, tu avais aussi ta gamme de Oui, produits. oui. Donc des produits 100% naturels. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? Et en même temps, je voulais juste montrer ça. Donc, quand on parlait justement, elle aimait bien la coiffure. Donc, je vais vous montrer juste un exemple. C'était à Hambourg. Oh, t'as les Oh, photos. t'as vu? Alors, tout ça, c'est l'œuvre de Stéphania et de toute l'équipe avec, comment elle s'appelle? Je l'appelle Miss Lamborghini, j'ai oublié son nom. Fanny pour le maquillage et Oh, j'ai wow, oublié. j'envoie de gros bisous à Fanny parce que justement, c'est mes costumes, c'est mes accessoires. Les coiffes, je les ai faites, mais le maquillage magnifique que vous voyez à la Pharaon, là, c'est de Fanny de Facebook Boulevard, à qui j'envoie de gros bisous. C'est ma partenaire dans tout ce que je fais. Ah, mais c'était une soirée magnifique. On voulait Ah oui, recréer et la coiffure avec, mais j'oublie son nom. Oh, comment elle s'appelle? ça. Ah, je leur donne des surnoms et j'oublie leur prénom. C'est Rissa, comment pour Rissa, les coiffures? quoi, la coiffure avec Yolande. Ah, et c'est ça, Yolande, Yo-Yo. Oh, regarde, c'est grave, ça, elle va me tuer. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire au fait. Yolande, c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche, c'est mon cerveau, c'est tout, en fait. S'il n'y a pas Yolande pour faire un show, j'y vais pas. Parce que Yolande, je pense, je commence, elle finit. J'ai pas besoin de trop lui expliquer. Je dis, Yolande, je voudrais qu'on fasse ça. On se fait un petit dessin, on se met et ça va tout seul. Donc, un gros bisou à Yolande si elle nous regarde. Et bisous à tout le monde. Il y a encore tellement, tellement, tellement de personnes justement que j'ai rencontrées avec tout ce que Stéphanie a fait. Mais écoute, Stéphania, merci encore d'être avec nous sur la chaîne. Hein. Là, tu as choisi une photo vraiment intéressante et exceptionnelle parce que le garçon, c'était c'était le Mister Napi Germany parce que cette année, Durant 2018, exactement. Notre promotion, comme on dit. il y avait Alphée. Alphée, c'est mon cœur. C'est lui qui coordonne toujours tout dans le backstage. C'est lui qui s'assure qu'il y ait les lumières parce que justement, c'était un show. On a fait avec des jeux de lumière. On a fait avec la fumée. C'était magnifique. Et Alphée était là avec la musique et tout. Ah, Yolande, elle est là. Yo, yo! Et j'avais même pas vu que c'était elle. Je suis là en train de partager les commentaires. J'ai même pas vu son nom.
Voilà. On était une équipe de 10. On s'est déplacé, on avait notre petit Airbnb là, où on faisait la fête les soirs. Tu Ah, te mais souviens? c'était magnifique, mais c'était pas dans le Airbnb, honnêtement, juste pour sortir rapidement, une petite parenthèse. Mais c'était un vrai moment de partage et de coaching avec Stéphania et toutes les personnes qui avaient. C'était vraiment enrichissant. C'était enrichissant. On s'est amusé. Oh mon Dieu. C'était trop bien. Ah, c'était magnifique. Il faut faire plus d'événements comme ça. Et pardon, Covid, laisse-nous C'est vivre. Covid va nous finir. Ok, En tout bah, du coup, je t'ai coupé. Pardon? oui, tu parlais des produits, Oui, des produits. justement parce que la création des produits, c'était la suite logique d'Afro Natural, comme je vous l'ai dit, avec le groupe, parce que à force d'importer, je me suis renseignée, j'ai fait une petite formation sur comment ça s'appelle en français, la composition des crèmes, comment composer, comment mélanger ce dont on a besoin. Et justement, vu que le besoin était là et qu'il n'y avait pas vraiment ce dont on avait besoin, j'ai fait venir du beurre de karité du Cameroun, de l'aloe vera aussi. Et c'est où j'ai commencé la composition de la Cheloé. La Cheloé a eu beaucoup, beaucoup de succès. C'était la crème, c'est une crème coiffante, c'est une crème de soin. Elle est légère, c'est du beurre de karité fouetté avec du gel d'aloe vera et enrichi avec d'autres huiles encore. Je crois que on a eu sûrement une année et demie où on est vraiment passé à une production toujours plus grande. Parce que comme je dis, j'ai commencé dans ma cuisine et c'était pour quelques personnes et ça a grandi. Ça faisait que grandir, mon Dieu. Et on est passé au deuxième produit qui était l'élixir parce qu'effectivement, il y avait des problèmes de temps. Chez nos femmes africaines, il y a ce problème de traction de temps. Et justement, j'ai fait des recherches, j'ai rassemblé 9 huiles essentielles qui étaient des huiles essentiellement réputées pour la pousse du cheveu. C'est comme ça que j'avais créé l'élixir pousse. Il y avait la chélouée, il y avait l'élixir, il y a eu la cocorine aussi parce que la chélouée était très lourde, c'était pour nos cheveux très corsés et beaucoup de personnes avec des cheveux plus fins avec du mal avec la chélouée, avaient du mal à l'utiliser. Donc du coup, il y avait eu le troisième produit qui était la cocorine, huile de coco et glycérine végétale. Ça aussi, c'est en France que ça a été plus apprécié dans la communauté martiniquaise. Le problème que j'ai eu, j'ai envie de dire, bon, le petit challenge que j'ai eu, c'est qu'à un moment, mon mari, pour son boulot, est allé en France et je l'ai suivi avec les enfants et la famille. Donc, du coup, c'est devenu très, très compliqué d'acheminer vu que ma base de clientes était en Allemagne. C'était très compliqué d'acheminer les produits vers l'Allemagne vu que je voulais passer je voulais faire le prochain pas, passer de l'artisanat à l'industriel et tous les contacts que j'avais, que ce soit pour les tests de produits qui avaient été faits, étaient en Allemagne. Donc, ça devenait très compliqué à gérer pour moi de suivre ça de l'Allemagne étant vivant en France. Donc, ouais, parce que justement, on a fait 4 années à Paris, en région parisienne. Et du coup, j'ai juste écoulé les stocks que j'avais. Et à un moment, j'ai écrit sur la page pour dire, écoutez, il n'y a plus de stock et je ne vais pas en produire pour le moment. Il faudra que je remette ça en marche. Parce que là, on était parti pour quelques années. C'était clair qu'on revenait en Allemagne. Donc, j'ai développé autre chose pendant ce temps. Et là, ça va faire une année qu'on est revenu en Allemagne. Donc, voilà, on y pense. J'y pense, en fait. J'y pense parce qu'effectivement, il y en a qui redemandent qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de chez Loué. Et ben, moi aussi, je suis pas mal fière parce qu'entre-temps, le marché a beaucoup évolué. Il y a tellement de marques. Il y en a déjà 3, je pense, que je connais, Afrolocker, j'oublie les noms, mais qui se sont établis, des marques de jeunes filles noires. Il y en a qui m'ont contacté au début pour prendre des renseignements et tout, et qui aujourd'hui sont établis en Allemagne où je me dis, bah, c'est génial, puisque le but, c'était d'abord de couvrir un besoin et ça entraîne l'écosystème en train de se développer. Les femmes noires prennent mieux soin de leurs cheveux, ont compris l'importance des produits naturels, des produits pas, j'ai envie de dire, chargés de toutes ces substances chimiques. Donc, voilà, quoi. J'y pense là, très souvent, j'y pense. Mais voilà, il faudra voir pour repartir avec Afro Natural, du moins pour ces 3 produits, parce qu'on a testé le shampoing aussi. Je me souviens, c'était en 2017, on a testé le shampoing, mais la formule n'était pas encore au point. Les produits qui étaient vraiment au point, qui ont eu beaucoup de succès, c'est l'élixir pousse. Et l'élixir pousse est spécial parce que même les hommes, on mettait sur leur barbe. Donc, j'ai un jeune là qui, chaque jour, les derniers stocks que j'avais, bah, il les a tous pris. Parce qu'effectivement, ça a poussé, ça s'est garni, c'était brillant. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, mais c'est ton produit. Je dis, comment ça, c'est mon produit?
C'est le produit, c'est le produit. Donc, voilà, je crois qu'il va falloir le refaire, mais bon, on va dire que j'étais peut-être, vu que je voulais industrialiser vraiment le produit, il fallait prendre un peu de recul et mieux structurer tout ça. Et en même temps, je suis médecin à temps plein. Donc, voilà, c'est une question d'organisation, de priorisation. Et voilà, je pense que ça va revenir de toutes les manières, au moins la chez Loué et l'élixir. Les deux, c'est sûr. Mhm. Mm. Non, mais écoute, moi, j'ai pas pu tester tout ça, Stéphane. Il faut ramener ça rapidement sur le marché, là, pour que je puisse tester aussi. Et non, mais les ingrédients me parlent, donc clairement, pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas? Moi, Bah après, je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça, mais bon. donc, il faut structurer, il faut voir qu'est-ce qui est prioritaire, comment on se positionne et tout. Parce que, bah, voilà, le rêve, en fait, ou bien, du moins, les deux éléments phares, les ingrédients phares, il y en avait trois. Le beurre de karité, l'huile d'avocat et le gel d'aloe vera. Voilà. D'accord. Bah écoute, de toute façon, on suivra de près ce que tu fais pour justement savoir quand est-ce que ce sera sur le marché. Mm. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je vais juste montrer comme ça rapidement la prochaine thématique. Ah, Donc, je remets sur comment, comme ça, je regarde tout. je Ah, comprends. mais je suis là en train de gérer tout ça, c'est tellement c'est intéressant. Le studio. OK. Donc voilà, donc j'ai bien mis OK, Raw Act. Mm. Donc Raw Act, c'est Roots and Wings, African Cultural Treasures and Solutions. Donc Mhm. Stéphane, oui, pardon? Non, non, je t'écoute. Alors, tu es la présidente fondatrice de cette association. Donc, c'est enregistré en France, au Cameroun et en Allemagne. Donc, j'ai vu qu'à travers cette association, pardon, je vais y arriver, à but non lucratif, tu as fait une levée de fonds, donc en Mm. vue de soutenir les médecins au Cameroun durant la pandémie, donc pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Donc, voilà, le Covid, c'était une bombe qui nous est tombée sur la tête à l'époque, l'année passée. Quand le Covid est arrivé, l'Europe n'était pas prête. Donc, moi, en tant que médecin en Allemagne, on n'était pas prêt. On a été stressé. Je suis responsable d'hygiène dans mon service. Donc, du coup, c'était des réunions qui s'enchaînaient, d'accord, des prévisions. Et c'est un virus qu'on ne comprenait pas, qu'on avait du mal à contenir. Et tout de suite, le problème, la peur était là. Parce que déjà, l'Allemagne, c'est un des pays les mieux fournis côté soins intensifs en Europe, d'accord. Mais même l'Allemagne a eu du mal. OK, l'Allemagne a eu peur et l'Allemagne s'est préparée. Donc, à chaque fois qu'on devait aller dans une assise de préparation, à chaque fois qu'il fallait réfléchir à comment on va gérer, parce que justement, automatiquement, c'était magnifique. C'est ce que j'aime chez les Allemands, cette manière de travailler de manière structurée, d'anticiper. Il y a des centres spécialisés COVID qui se sont formés, les nombres de lits qui se sont libérés, parce qu'effectivement, c'est ça la peur avec le COVID. On sait que 90% ou 95% de personnes atteintes vont être pas vraiment gravement malades, ça on le sait. Le problème, c'est les 5% peut-être qui vont être malades, qui peuvent aller jusqu'à en maladie grave où ils ont besoin de soins intensifs et on sait qu'on n'en aura pas assez pour cela. Donc, du coup, automatiquement, en Allemagne, avec la première vague de COVID, on a annulé toutes les opérations qui n'étaient pas nécessaires dans les hôpitaux. On a essayé, puisque justement, les lits intensifs sont occupés par des personnes qui ont été opérées majoritairement, ou ça s'est mal passé, ou il y a eu une complication ou quoi que ce soit. Donc, on a annulé toutes les opérations qui n'étaient pas nécessaires. On a réduit les occupations des lits et tout. Donc, au vu de toutes ces mesures, pour moi, la peur était énorme. Parce que si en Allemagne, on attend de lits en soins intensifs beaucoup plus qu'en France, on a peur, on se prépare. Je me suis dit, si ça arrive au Cameroun, c'est la cata. Et je fais partie aussi de l'association Medcamer, les Camerounais médecins, les médecins du Cameroun. Donc, et j'ai échangé avec mes confrères et puis on s'est rendu compte qu'il y a le minimum qui n'était pas vraiment là. Donc, ils n'avaient pas les gants, ils n'avaient pas les masques, ce que nous, ici, automatiquement, on a eu du mal aussi à avoir parce qu'il faut le dire, il y a eu une pénurie mondiale de masques
à l'époque, quand ça a éclaté. Donc, on essayait d'avoir les masques autant qu'on pouvait, et de gel et tout. Donc, moi, je m'étais dit, bah, écoute, là, si les médecins même ne peuvent pas être protégés, eux qui sont censés être les premiers en contact avec les malades, eh ben, on a un problème. On a un problème. Et à l'époque, on ne savait pas que l'Afrique allait être pratiquement épargnée. J'ai l'impression parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu le boom Covid en Afrique. Il y a ce qui s'est passé peut-être en Europe. Donc, voilà, c'était ça la crainte. Et du coup, avec l'association, vu qu'on a un siège au Cameroun, à Yaoundé, on a des membres au Cameroun, on s'était dit, voilà, il faut lancer une collecte de fonds. Après, c'était pas notre première action. On le fait chaque année. Normalement, on fait des descentes dans des orphelinats. Jusqu'ici, c'est ce qu'on faisait. On allait dans les orphelinats et on travaillait à la création d'un centre de formation pour les démunis, pour les enfants de la rue. Donc, voilà, pour nous, pour moi, c'était comme une évidence. Il faut faire quelque chose, il faut participer. Et c'est comme ça qu'on a lancé la cagnotte. Et voilà, moi, je suis fière du résultat. On a pu cotiser, on a pu mobiliser les gens. On a fait les dons à l'hôpital, en fait, à l'organisme des médecins. On a fait les dons à Maître Camer, mais pas que. Parce qu'on s'est rendu compte, bah voilà, les premiers concernés, c'est qui? C'est les vendeuses dans les marchés. Donc, on a fait des descentes dans les marchés où on a distribué des masques, on a distribué des gels hydroalcooliques, on a distribué même des seaux. Et ça, je ne savais pas qu'il y avait toute une économie sur place. Comme je dis, c'est quand on est dans un truc qu'on se rend compte. Parce qu'au début, on disait, moi, au début, européenne, peut-être système européen dans la tête, on va commander en Chine, on va ci, on va ça. Mais après, je me dis, mais il y a quand même un tissu économique sur place qu'il faudrait aussi développer. Donc, et c'est ainsi que je suis fière de dire que tous les masques ont été produits au Cameroun. Tous les gels hydroalcooliques ont été produits au Cameroun. Et même les seaux, parce qu'effectivement, il y a eu à cette période-là des idées incroyables. Les gens qui prenaient des grands seaux, ils y mettaient des robinets et on a déposé des seaux dans un dispensaire à Douala, dans un marché à Bazou, en fait, dans différents endroits. On a même été à la prison, dans une prison. Donc, on a déposé des seaux avec des robinets qui permettent aux gens de se laver les mains parce qu'effectivement, ça fait partie des mesures de précaution. Donc, c'est ainsi aussi les différentes émissions sur Root and Wings. L'idée, c'était de sensibiliser, l'idée, c'était de pousser aussi la cagnotte. Et bien, comment captiver l'intérêt des gens? C'est en leur parlant de ce qui les intéresse. Et c'est comme ça que les différentes séries d'émissions ont commencé sur Root and Wings, où on échangeait avec tellement de personnes tellement intéressantes, des personnes magnifiques, avec des backgrounds tellement différents. J'ai eu des artistes, des musiciens, des entrepreneurs, voilà, des intellectuels, des make-up artistes. Je veux dire, c'était simplement magnifique cette période-là parce que on s'est rendu compte que quand il y a un problème, on arrive vraiment à se mobiliser autour de la chose. Donc, voilà, Root and Wings aussi, voilà, j'en suis vraiment aussi fière, j'ai envie de dire, parce que c'est exactement, c'est pareil, c'est ces rêves qu'on a dans la tête, qu'on se dit on va le faire. Mais après, on ne sait pas par quel bout le prendre, mais après, on se rend compte que ça se fait, et ça prend vie et ça grandit et ça aide surtout, ça sert à quelque chose. Et voilà, c'est l'histoire de Root and Wings. Aujourd'hui, il y a trois membres à temps plein au Cameroun. Il y en a 4 en France, il y en a 4 en Allemagne, donc je veux dire du bureau. Et c'est simplement magnifique ce qu'on arrive à faire avec les moyens parce que jusque-là, c'était des moyens personnels, j'ai envie de dire, de l'association à partir des contributions et tout. Donc, voilà le gros projet que j'ai, je le dis, parce que je me dis toujours quand on en parle, on crée au travers de la parole. Donc, le gros projet que j'ai, c'est le centre de formation dans les métiers de maçonnerie, carrelage et tout ça. Donc, voilà, quoi, c'est le prochain projet qui est en cours pour le Cameroun. Et ben, c'est magnifique ce qu'on arrive à faire quand on se met ensemble. Et c'est justement ça, Root and Wings. L'idée de Root and Wings, c'était de dire, on a des racines africaines, mais aujourd'hui, on a aussi des ailes européennes. Ça veut dire que le monde nous est ouvert, en fait. On peut faire tout ce qu'on veut. Et on veut mener des actions, mais pas que des actions basées sur notre héritage culturel. C'est pour ça African Cultural Treasures and Solutions. On veut apporter des solutions basées sur notre héritage culturel parce que nous, on a notre manière de faire les choses, d'accord? Et c'est une manière que le monde doit comprendre, doit découvrir parce que c'est une manière fantastique. On a cette solidarité. On a aussi cette manière de trouver des solutions où il n'y en a pas parce que mener une action de l'Allemagne, d'accord, que les gens contribuent un peu partout pour que ça se reverse au Cameroun là-bas pour financer des petites couturières ou quoi. C'était incroyable. Moi, c'était une expérience qui m'a tellement enrichi, tellement enrichi. Et tous ces gens que j'ai rencontrés, on va dire, ça a changé ma vie, littéralement.
des gens avec qui je suis entrée en contact au travers de l'émission. Donc, voilà, il y a tout à gagner quand on décide de se mettre au service de l'autre, en fait. Et c'est ça, Roots and Wings. Mais aussi d'être fier de soi. Parce que là, l'essence de Roots and Wings, c'est de puiser dans notre culture, dans nos traditions, pour apporter des solutions à nos problèmes à nous, en fait. Donc, c'est une belle expérience. On est encore en chemin. On est en chemin, en tout cas. Non, mais je suis d'accord, ça ne peut être qu'enrichissant, c'est sûr. Et puis, comme tu l'as dit, hein, par rapport à toute cette mobilisation qu'il y a eu avec la pandémie, c'est vrai qu'en fonction des situations, tu te dis, c'est pas pareil, hein, c'est pas comme si tu te disais, oh, il y a un plan X, Y, Z derrière. Non, il y a que ça, en fait. Si tu fais pas, c'est fini. Donc, c'est pas le même état d'esprit, c'est sûr. Et enfin, je vais pas dire c'est bien aussi qu'il y ait ce genre, c'est bien et c'est pas bien, parce que ça te permet aussi, ça enrichit, hein, ça fait partie des expériences. Et moi, je dis, la vie, c'est une grosse expérience. On a le droit, on a la chance de vivre. On a la chance d'être là sur cette terre, de faire ce passage et de pouvoir prendre des expériences. En fait, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est des expériences. On apprend, on se développe, on découvre des choses. Et bien, c'est ennuyeux d'être juste chez soi avec ses enfants, préparer, manger, dormir et c'est tout. Pour moi, c'est ennuyeux parce que après, tu ne goûtes pas à ce que la vie peut te proposer, en fait. Il faut s'exposer à ce que la vie peut nous proposer. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés. C'est pour ça qu'il y a des moments difficiles qui arrivent pour te permettre de bouger un peu et te dire, et tiens, tu n'es pas qu'un corps, tu es un esprit. Tu es un esprit dans un corps. Ça veut dire que c'est une expérience que tu fais sur cette terre. Eh bien, bouge-toi un peu. Laisse faire les choses, entre en contact avec les choses, laisse arriver pour réagir, en fait, pour voir même tout ce qui est en toi. Parce que, comme je disais, on ne sait pas tout ce qui est en nous. On ne sait pas. On le sait au travers des expériences. On le sait quand on rencontre quelque chose qui nous arrive, ça nous permet d'entrer en contact avec certains aspects de notre personnalité, certains aspects de notre cerveau. Donc, c'est pour ça que des moments difficiles, il y en aura toujours. Et c'est comme ça, c'est bien comme ça. Non, mais tu as raison et je suis d'accord avec une chose que tu as dit, quand tu as justement annoncé ton projet de maçonnerie et tout. C'est une bonne méthode. Je fais ça des fois, comme ça je me dis, tu l'as dit. Si tu veux pas gâter ta réputation, on va travailler dessus. Tu as raison.